Voilà, nous sommes comme dans les conditions de direct et pour ce soir, on peut déjà relever qu'il y a eu autant de titres qui ont paru à Kinshasa ce jeudi. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est l'une des questions autour desquelles nous aurons à échanger nos différents avis autour de ces tables où il y a Rigobert Monkeni Lapès, enseignant dans une école de journalisme à Kinshasa, l'IFASIX, il faut bien préciser les choses. Willy Kalengai, directeur général de Géopolis Magazine, et Gustave Kalinga, directeur général de La Flamme du Congo. J'espère qu'elle ne nous embrasera pas ce soir. S'il y a quelque chose que vous avez retenu des différents journaux qui ont paru à Kinshasa ce matin, que retenez-vous, par exemple? Je retiens, pas en journaliste, mais en enseignant, une multitude de titres qui peuvent donner l'impression comme si il y a de l'information, mais derrière la plupart de ces titres-là, c'est des essais, c'est des suppositions, c'est un exercice intellectuel que les journalistes font, mais qui ne s'appuie pas pour la plupart sur des faits. Or, les principes du journalisme disent ceci, les faits sont sacrés, il faut partir des faits, et les commentaires sont libres. Mais si on part des commentaires qui sont libres, et que derrière ces commentaires-là, il n'y a aucun fait, à la limite, on peut se demander est-ce que le journaliste a fait son travail. Voilà, ça, c'est une question qu'on pourra peut-être poser aux journalistes qui sont sur ces tables. Mais déjà, si je reprenais d'abord quelques titres qui ont paru à Kinshasa, le Phare parle quelque part des tractations qui se feraient pour la formation d'un nouveau gouvernement, alors que le pouvoir du peuple, lui, dit que le président Kabila lui-même y connaît son premier ministre. Dans le palmarès, on réalise que c'est également autour de la même question de la formation du gouvernement, et on peut faire passer les journaux comme ça pour voir que c'est aussi un peu quelque part comme un journal, un titre. Mais s'il ne fallait en prendre un seul que vous, par exemple, Willy Kalengai, vous pouvez estimer comme étant l'un des plus sûrs et les plus crédibles, vous prendrez lequel? Bon, c'est difficile nous sommes, déjà le prof tout à l'heure vient de le dire, nous sommes dans une presse qui se nourrit beaucoup de commentaires et d'opinions et qui fait usage très peu de faits, parce que les faits, la presse n'y a pas suffisamment accès. Donc il y a d'abord ce problème, c'est que il n'y a pas suffisamment accès aux faits et les sous-informations sont de plus en plus rares et l'ensemble des personnes qui s'ouvrent à la presse s'ouvrent pour distiller une opinion et faire une pression sur la presse pour créer une certaine image dans cette presse-là. Mais je prends le cas simplement de... Vous pourrez revenir sur ce que vous voulez dire, mais déjà, quand vous considérez que les faits sont de plus en plus rares, est-ce que ça veut dire aussi quelque part que ça donne libre cours aux commentaires? Absolument. Je prends simplement le seul fait de la nomination d'un Premier ministre. Quels sont les faits que nous avons? Depuis que le président avait fait son discours où il avait dit qu'il allait avoir un gouvernement de cohésion nationale, il n'y a eu aucun autre fait, ni par lui-même le président, ni par l'Assemblée nationale devant laquelle le Premier ministre est responsable. Mais tout ce qui a été écrit sur qui sera Premier ministre, qui ne sera pas, les listes qui circulent, ce sont absolument des commentaires. Peut-être pour que vous répondiez à la question que soulève Willy Kalengai, quels peuvent être les faits qui vous ont servi à certains moments pour traiter de la même question? Très brièvement, pour qu'on avance d'abord, quitte à ce qu'on y revienne autour de cette table. Comme vient de le dire Willy Kalengai, la problématique dans la presse aujourd'hui, c'est la problématique de l'accès à la source ou aux sources d'information. Vous comprendrez que la presse aujourd'hui est butée à cette difficulté. Il n'est pas facile d'accéder à la source d'information. À tel enseigne que la question de la mise en place du gouvernement de cohésion nationale, tel que le chef de l'État l'avait annoncé, et vous savez, l'impatience dans l'opinion congolaise en général et l'opinion quinoise en particulier, cette impatience a fait que, en voulant tirer des choses en longueur, les gens ont tellement soif de voir ce gouvernement venir, pour beaucoup de raisons. Et le journaliste, lui, qui est en quelque sorte le pont entre ceux
en fait, qui est le pont pour chercher les informations et les mettre à la disposition des consommateurs, se trouve buté à cette difficulté. Parce qu'il doit donner la vraie information. Il doit dire aux consommateurs, quand est-ce que, aux questions qui lui sont posées, le gouvernement sortira quel jour et à quel moment. Et le journaliste estime qu'il ne doit pas rester de marbre. Il essaie de toquer partout. Malheureusement pour lui, là où il toque, il trouve des gens qui, au lieu de lui donner des faits tels que ça doit se présenter, ces gens-là utilisent sa plume comme ballon d'essai. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut dire, peut-être, la question est tout aussi posée à vous, au professeur, à Willy Kalinga et à Gustave Kalinga, qu'il y a réellement un problème d'accès à l'information. C'est peut-être le fameux combat que mène GED, journaliste en danger. Je crois qu'il y a le premier réel, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a la loi. Il y a une loi qui est en gestation pour que nous ayons accès à l'information. Ça veut dire que nous avons accès à l'information, mais les personnes qui doivent donner l'information n'ont pas l'obligation de la donner. C'est ça le problème. C'est-à-dire que s'ils avaient l'obligation de donner l'information, à partir du moment où ces personnes agissent au nom de l'opinion publique, au nom de l'État, au nom des institutions nationales, elles doivent être dans l'obligation, quand elle est devant la presse, de donner l'information, quitte à la presse de vérifier si elle est fondée ou non. Mais aujourd'hui, c'est la personne vous donne l'information en fonction de ses propres intérêts. Si vous pensez que l'information qui va sortir de cette institution est favorable ou défavorable à un adversaire, à ce moment-là, la presse a l'impression avoir accès à une information. L'information donnée en fonction d'intérêt, ça veut dire que ça veut dire, oui, je prends simplement le cas, nous revenons encore sur ce cas. C'est-à-dire que si moi je pense que tel doit être Premier ministre, le président n'a pas encore dit il n'a pas encore nommé le Premier ministre. Bon, mais si les gens travaillent maintenant sur la plume du président, donc ils travaillent sur sa signature, et en lui disant, voilà, l'opinion publique, les grands intérêts, la gestion du pays, ou des adversaires, ou les promesses du président, voilà la personne qui convient. Ça, on travaille sur l'opinion publique, on pense que ça peut influer sur le président. Parce qu'on suppose que le président va choisir celui que le peuple attend. Mais tout cela, le journaliste l'écrit quand il est en face des courants de pensée, des courants d'intérêt. Or, lui, il pense avoir une information, mais en réalité, ce n'est pas une info qu'il a. En réalité, il est en train de véhiculer une opinion pour pouvoir élargir des ambitions des uns et des autres. C'est là où il y a la difficulté. On va donc, professeur, président de l'opinion, dans le commentaire, l'analyse. Quelque chose comme ça. Mais je crois qu'il y a, pour le compléter, lui a vu la question du point de vue de la source d'information. Mais moi, je voudrais réfléchir un peu aussi du point de vue du journaliste lui-même. C'est vrai que les sources d'information sont plus ou moins fermées. Et c'est des bonnes guerres, hein. C'est partout dans le monde, les sources d'information doivent être quelque part dans l'obligation de le faire, de donner l'information. Une loi les obligeant à informer, mais le journaliste, de son côté aussi, doit se battre pour aller vers ces sources-là, pour confondre à la limite les sources. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le journaliste se dise quel intérêt a une source d'information à me donner l'information exacte. L'objectif de communication derrière, c'est ce que vous pouvez y voir. C'est un problème de crédibilité du journaliste. Si le journalisme congolais aujourd'hui devient de plus en plus crédible, parce que allant au fond des choses et ne s'arrêtant pas à ce que quelqu'un a dit et puis on tombe dessus, on donne l'opinion comme il l'a dit. Si ce journaliste-là, recevant cette opinion-là, à la limite pousse la source d'information à ces derniers retranchements, vous voulez que je vous cite? Vous avez dit ceci, c'est vrai, c'est ce que le président de la République va décider. Je crois que quelque part, même cette source-là va commencer à se demander s'il faut absolument sortir l'information. Il y a ça. Il y a aussi le fait de dire, ok, vous avez déclaré cela, je vais aller voir vos concurrents. Pour voir aussi, eux, les concurrents, disons les opinions adverses, si eux aussi partagent la même opinion. Comme ça, je mets à la disposition du public deux opinions différentes. Il appartiendra au public de juger. Donc, voilà. Je voudrais résumer un peu. Il faut que la presse commence à devenir elle-même crédible pour donner des raisons aux sources d'information d'aller vers eux.
Voilà. Et d'aller vers eux, non pas avec des opinions, mais avec des faits. Oui. Et quand vous relevez, par exemple, que certaines informations livrées à l'opinion ne sont pas équilibrées, on a pris qu'un seul bord, on n'a pas pris un autre. Qu'est-ce qui peut justifier que cela se passe de cette manière? On ne va pas dire que c'est simplement une question de paresse, de journalisme. Ça peut tenir. Il y a aussi cela, la paresse. Il y a, je crois même principalement cela, la paresse. Vous concédez? Deuxièmement, non, attendez. Deuxièmement, il y a aussi ce journalisme-là d'appartenance à une idéologie. Je travaille dans un journal qui est proche du point de vue de la ligne éditoriale du pouvoir. Je ne m'en tiens qu'au point de vue qui me vient du pouvoir et je m'arrête là. C'est même mal vu qu'un journaliste dise, bon, le pouvoir a donné un point de vue, quelqu'un du pouvoir, une source du pouvoir, je vais aller rechercher le point de vue de l'autre source. Souvent, même dans nos rédactions, ça ne travaille pas comme ça. Tout de suite, on lui dira, mais non, écoute, tu arrêtes là, donne seulement ce point de vue. Est-ce qu'aujourd'hui, le journaliste congolais peut se prévaloir de la force de l'équilibre? Oui, j'ai entendu, vous êtes de la majorité. C'est vrai que notre journal est proche de la majorité, mais je vais aller chercher aussi ceux qui sont dans la minorité, qui donnent leur point de vue. Willy Kalengai, Gustave, quelque chose à dire? Willy d'abord. Oui, évidemment. Je suis d'accord avec le prof quand il dit qu'on ne peut pas aujourd'hui, honnêtement, se prévaloir de cet équilibre, même si nous le faisons. Mais la grande raison vient du fait que les journaux ne sont pas financièrement indépendants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dépendez pour votre survie d'un appui, soit-il politique, vous êtes un peu encadré par cet appui-là. Aujourd'hui, un journal qui défend le point de vue de la majorité, eh bien, il va faire passer le point de vue de la majorité. Un journal qui défend aujourd'hui son appartenance, son obédience à l'opposition, va donner beaucoup plus les points de vue de l'opposition. Ça, c'est parce que les journaux ne sont pas, malheureusement, des structures viables qui relèvent du marché du travail. Et nous ne sommes pas des entreprises, et ça, je le reconnais, pas encore des entreprises bancables, de manière à ce que notre existence tienne du public, de nous-mêmes. Oui, ça veut dire autrement, pour vous illustrer, c'est je prends la tempête des tropiques, je prends la référence plus, la manchette ou à n'importe quel autre journal. Il faut relativiser tous ceux qui s'y... Il faut relativiser parce que de toutes les manières, l'effort est là. L'effort est là, mais il ne peut pas se faire si déjà il y a un péché originel. Ça veut dire, je voudrais demander à tous nos confrères, qui est celui qui a aujourd'hui obtenu d'une banque des financements pour pouvoir mettre son journal en place et produire ce journal, en faire un produit totalement libre. Non, c'est difficile. L'avis de Kalengai n'est pas forcément le vote, bien entendu. En fait, moi, je reviens un peu sur la problématique de l'accès à la source d'information. C'est vrai, les sources d'information sont devenues comme des gibiers peureux parce qu'ils ont affaire à un journalisme parfois non crédible. Il se dit, je vais me confier à ce journaliste qui a besoin d'une information capitale. Est-ce qu'il sera fidèle dans la transmission de ces faits? Est-ce que ne va-t-il pas rapporter ces informations auprès de la personne qui est incriminée? Donc ça, c'est aussi un problème. Un autre problème, c'est le problème de financement de cette presse, notre presse. Vous verrez que la plupart des cas, dans la plupart des articles, c'est écrit selon le voyageur en provenance de Mbandaka. C'est-à-dire que le journaliste n'a pas accès, n'a pas les moyens pour être en Mbandaka. Il n'a même pas eu les moyens de vérifier ce qui est rapporté. Il suffit seulement des voyageurs qui viennent de Mbandaka. D'ailleurs, en Mbandaka, le gouverneur a fait ceci. D'ailleurs. Donc, il n'a pas le temps d'aller vérifier sur le terrain. C'est ainsi que moi, je crois, c'est vrai, le journaliste, il y a un problème de crédibilité qui se pose, il y a la peur, la méfiance des sources d'information, mais aussi il manque les moyens. Le journaliste n'a pas les moyens.
Et dans la plupart des cas, on se rabat sur le démarquage. Tu verras un article de presse, une information qui vient de la presse étrangère, donc les amis de l'étranger qui ont fait un travail important. Ils ont été à la source, ils ont vraiment interrogé toutes les sources importantes. Et puis, nous, la presse locale, on se fie à ça. Moi, je crois qu'il y a un problème de financement de la presse écrite, pas la presse écrite, toute la presse en général. Willy Kalenga a dit, est-ce que nous pouvons avoir un organe de presse qui a obtenu un financement de la banque, tout ça, pour faire son travail? Moi, je crois que non. C'est l'État congolais qui doit réfléchir comment prendre en compte cette presse, lui donner des moyens. Oui, mais est-ce que ça ne fait pas dire aussi quelque part, professeur, ou même à vous tous, que, bon, un journal peut se mettre dans le compte d'une entreprise, et une entreprise de ce genre, où on a les moyens de l'organiser selon les normes, où on n'en a pas et on fait autre chose. Absolument. Et alors? C'est ça. Ce secteur-là n'a pas été bien, comme il le dit, bien géré par l'État à la limite, parce qu'on a ouvert le secteur des entreprises de presse sans mettre de garde-fous. C'est vrai, bon, on peut prendre des références en Europe, ailleurs, ça se fait comme ça, mais il faut se remettre dans la sociologie congolaise. Lorsque vous ouvrez un marché, un secteur comme celui-là, en disant n'importe qui peut mettre en place un journal, ça devient comme si on créait des petits marchés au coin de la rue. Regardez, aujourd'hui, quand vous regardez tout ça, même du point de vue de la ligne éditoriale, tous ces journaux peuvent se mettre ensemble. Parce qu'elles ont pour la plupart la même ligne éditoriale. Alors pourquoi disperser les efforts, les énergies en ressources humaines, les énergies en ressources financières, en créant une dizaine de journaux, alors qu'en se mettant ensemble avec un grand quotidien, on peut même se présenter valablement, comme il le dit, devant une banque, parce qu'au départ, on a les moyens. Parce que quand vous allez chercher de l'argent dans une banque, on vous pose la question, vous-même, qu'est-ce que vous avez? Parce qu'on doit savoir quelle est votre capacité de remboursement. Alors, si vous n'avez même pas 10% de la valeur de ce que vous demandez, on ne vous donnera pas de l'argent. Je voudrais revenir un peu à la source d'information. Il a relevé quelque chose d'assez important en disant une source d'information doit se poser des questions, je vais donner cette information ici, et puis après. Je crois que les journalistes ne réfléchissent pas assez. Ils ont un cadrage intéressant, le code déontologique leur donne un certain nombre d'éléments qui leur permettent de donner une information sans nécessairement griller la source. D'ailleurs, c'est le principe cardinal des journalistes. Si une source ne veut pas être citée, il y a des formules qui permettent de montrer au public qu'on a l'information, parce qu'on a la réalité des faits qu'on présente, mais on ne donne pas, on ne cite pas la source d'information. Bon, quand vous dites ça aux journalistes, généralement, ils disent oui, mais on va m'arrêter. Mais je crois que c'est un métier où il faut savoir que la responsabilité doit aller jusque-là, jusqu'à risquer d'aller en prison. Mais dès lors que vous allez en prison, alors que vous avez donné des faits qui sont des faits vérifiables, concrets, tôt ou tard, il arrivera qu'un juge verra que vous avez raison et vous sortir de là. Et ça aussi, si nous avons une presse assez forte, nous pouvons nous organiser aussi de telle sorte que nous ayons des structures assez fortes de défense justement de ce métier-là. On a été très fort vers les années 81 et tout ça, avec une union qui était solide, mais quand on a démocratisé, mais c'est l'éparpillement. Aujourd'hui, chacun travaille pour sa petite chapelle et donc peut croupir en prison. Il n'y a pas une structure capable de se mettre debout et de le prendre en charge. Bon. Ça aussi, c'est un problème. C'est quand même pas un passé que vous regrettez, non? Ah, je le regrette. Vous regrettez ce Oui, passé. Absolument. L'union de la presse du Congo... Une sorte de pensée unique, vous ne pensez pas? Non. L'union de la presse unique, pas unique, de la presse du Congo, peut-être que c'était une pensée unique, mais avait la force de ses convictions. Ce pays ici a eu à trembler lorsque l'UNPC ou l'UNPESA était en congrès et mettait en place ces structures. Oui. Bon, pensée unique ou pas pensée unique, mais c'est la sociologie congolaise. Oui. Aujourd'hui, pour mieux se défendre, il faut être assez solide, mais pas s'éparpiller.
On a vu, on s'est éparpillé, il y a des petits... D'ailleurs, les syndicats, je ne sais même pas s'il y a encore un syndicat de la presse du Congo aujourd'hui, les journalistes vont me le dire, mais je crois qu'il n'y en a plus. Voilà. Rigobert Mokini, Willy Kalinga et Gustave Kalinga, vous reprenez encore la presse de ce matin à Kinshasa. La question du Premier ministre est reprise de plus en plus. Mais est-ce que vous-même, vous posiez la question de savoir si on n'avait pas comme une sorte d'envie de forcer la main au président de la République? Est-ce que vous avez le sentiment que le secret est bien gardé jusque-là? Bon, oui, parce que le président n'a pas encore signé, mais en même temps, l'obligation de communiquer sa volonté c'est quand même 3 mois ou 4 mois d'attente, c'est pas normal. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles on n'a pas encore levé cet équivoque, parce que ça devient une pression. Moi, je viens de l'extérieur il y a quelques jours, j'ai causé avec un certain nombre de milieux, même là-bas, on se pose des questions. Peut-être on ne se rend pas compte sur le plan politique de la presse, mais dans les affaires, ça a un impact énorme. Il y a un grand manque à gagner. La plupart des investisseurs, les gens investissent en bourse, ils achètent toutes les entreprises qui sont cotées en bourse, c'est au jour, c'est heure par heure. Mais si vous faites 3-4 mois, on ne voit pas ce que vous voulez en venir. Un Premier ministre, c'est un indicateur principal de ce que va devenir un pays. Alors si celui qui est là, bon, on sait qu'il est partant, à où il va rester, où il va venir, et celui qui va venir, on ne sait même pas de quel côté il va venir. Si c'est une surprise totale et générale, je suppose que ça sera un vrai problème. Et la presse, aujourd'hui, elle n'a que la force de sa capacité de spéculation et il n'a rien d'autre entre les mains. Le président n'a pas fait de conférence de presse, il n'a pas parlé, il n'a rien dit. La présidence n'a pas fait de communiqué, la primature n'a rien dit. Donc il y a un vide, et la nature a horreur du vide, c'est comme ça que ça s'est rempli. Tout ce que vous voyez, les gens remplissent ça de commentaires. La primature n'a rien dit, la présidence n'a rien dit, personne ça s'est rempli de commentaires, c'est tout. Mais certains savent dire les choses avec précision. Oui, mais j'ai lu mon voisin de gauche. La Flamme du Congo. Oui, j'ai lu mon voisin de gauche qui est allé très loin. Il y a quelque chose et il a été très clair à ce propos. Il dit il y a un Premier ministre. Et le Premier ministre, c'est Daniel Mukoko. Il est mieux placé pour... Source d'information, c'est quand même... Je voudrais... En nous donnant la précision, je voudrais réfléchir un peu. Pourquoi la presse ne s'occuperait pas de savoir pourquoi le président ne parle pas? Pourquoi le président? Pourquoi ça traîne? Nous reposons cette question. Ça serait le vrai débat en ce moment ici, au lieu de ramener le débat à la spéculation. Et maintenant, bon, Kalinga, il va nous dire... Kalinga. Oui, mais peut-être... Kalinga va nous dire sûrement qu'il est... Bon, peut-être que lui, il a été au secret du président de la République. En fait, moi, je voudrais commencer d'abord par l'impatience. Cette impatience qui s'installe dans l'opinion, même chez les ministres eux-mêmes. Imaginez-vous, le Premier ministre annonce les mesures conservatoires. Les mesures conservatoires empêchent les ministres de prendre des engagements. Cela veut dire, c'est une façon tacite de démontrer que le gouvernement est démissionnaire. Ça, c'est un problème. Willy Kalinga a soulevé la question des investisseurs. Qui est cet investisseur qui viendra prendre des engagements avec un gouvernement qui est réputé démissionnaire? C'est aussi un problème. Et la question qui se pose, vous sentez qu'il y a une impatience qui s'installe partout. Et là, on pose la question aux journalistes, qui est l'historien du temps présent. On dit, mais finalement, ce gouvernement sortira quand? Et le journaliste estime qu'il doit toquer à toutes les sources d'information. Les sources généralement bien informées vous diront, écoutez, c'est pour bientôt. Mais quand je reviens à la question de savoir, vous, la Flamme du Congo, vous avez donné avec précision. Mais écoutez, la Flamme a ses sources. Bien informés qui disent, par exemple, la question qui se pose, la question qui se pose dans la ville ici, Monsieur Gustave, vous, la Flamme du Congo, est-ce que vous ne voyez pas que vous avez exposé Mukoko Samba? Cela veut dire, on donne encore l'occasion à la Flamme du Congo de croire que peut-être c'est le nom de Mukoko Samba qui était sur le petit carnet, et que le fait de l'avoir mis sur la place publique, le président va changer de décision. Mais moi, je crois que le problème n'est pas
à ce niveau-là. Le problème est à quel niveau? Le problème est au niveau de l'impatience. Le problème est aussi au niveau des contacts que le chef de l'État est en train de prendre. Imaginez-vous, on nous annonce un matin que le chef de l'État a rencontré Mokoko Samba par 2 fois Kinga Kati. De quoi il était question? On pose la question à toutes les sources. Sûrement, c'est pour parler du budget. On spécule. Sûrement. Ça, ce sont les sources qui commencent à dire. Sûrement, c'est pour parler du budget. Mais au-delà du budget, on se dit, est-ce que vous ne voyez pas que le chef de l'État voudrait rééditer son deal avec le Palou par rapport avec les échéances qui sont en train de s'annoncer? Donc, moi, je crois, ce n'est pas parce que le journal l'a dit, ce n'est pas parce que les sources n'ont pas été claires, mais il y a la lenteur du chef de l'État, cette lenteur qui sème une sorte d'impatience dans l'opinion, et tout le monde est surchauffé. Tout le monde voudrait, et même ceux qui sont au gouvernement, même l'entourage, chacun voudrait voir ce gouvernement venir. Mais attendez un peu, en termes de je ne sais pas quoi, vous acceptez ce qu'il dit, professeur? Là, je prends l'enseignant quand même. Est-ce oui et non. Oui et non. Oui, parce que bon, il a justifié sa démarche. Oui et non. Non, parce que je me dis, est-ce que ce n'est pas à terme toujours une démarche spéculative? Parce qu'il a bien atterri. Hein. Il dit, bon, on a proposé Mokoko, enfin, on a cité Mokoko. Maintenant, il se pourrait que le président ne nomme plus ce Mokoko-là, alors que Mokoko était sur la liste. À un moment donné, le président va se dire, puisqu'on a déjà publié ça, vous n'êtes plus là. Nous retombons sur la spéculation. Moi, je suis en train de me demander, lorsqu'il parlait, et je suppose que c'est vrai que Mokoko est parti, a été reçu 2 fois par le président de la République. Et qu'ils ont parlé du budget, comme il dit. Est-ce que, je me pose cette question ici, il y a une presse présidentielle. Il y a un service de presse à la présidence. Ce service-là, son travail, c'est de rapporter ce qui se passe éventuellement à la présidence. Pourquoi cette visite-là n'a pas été éventuellement publiée? Je ne sais pas si ça l'a été, mais si ça l'a été, Mokoko a dû dire à la sortie de la présidence pourquoi il est parti là-bas. S'il a dit qu'il est parti pour le budget, mais pourquoi nous devons aller plus au-delà de ça? Et même par rapport à la flamme du Congo qui rallume un peu assez fortement sa flamme, est-ce que vous ne vous posez pas aussi la question de savoir comment est-ce qu'ils s'y mettent par rapport à ce qui peut être investigation et même par rapport à ce qui peut être éthique ou responsabilité? Moi je soupçonne la flamme du Congo d'être toujours dans les spéculations. À moins qu'il puisse dire ici qu'à la sortie de là, Mokoko a fait une déclaration en disant ne me citez pas, auquel cas il aurait raison. Si je vois dans ce que la flamme a publié, alors on ne fait pas un procès, ça, non, il faut le dire. Si la presse elle est libre, si je vois dans la publication de la flamme, malheureusement je n'ai pas lu ça, selon une source bien informée, bon, peut-être que la fameuse source bien informée c'est Mokoko lui-même. En ce moment-là, on se rapproche un tout petit peu. Mais je suis en train de... Le risque, c'est qu'il est atterri en disant peut-être que le nom ne sera plus sur la liste. Pourquoi il a cette peur-là? Si Mokoko a déclaré que c'est moi le prochain, ou une source proche de la présidence, je ne sais pas, peut-être des services de presse de la présidence. Mais qu'est-ce qui peut faire croire, ou qu'est-ce qui peut faire dire que... D'accord, bien entendu, puisque vous avez quelque chose à dire, mais ajoutez-y la réponse à la question de savoir qu'est-ce qui peut faire penser que Mokoko soit aujourd'hui un peu bien placé pour être Premier ministre. Ça pourrait ne pas être lui. Oui. D'abord, je suis très étonné de constater que depuis que ces articles sortent, il y a une certaine opinion qui considère que la presse est en train d'entretenir un conflit Matata-Mokoko. Voilà, écoutez, une certaine presse aurait dit que Mokoko sera Premier ministre, une autre presse aurait
relayer les informations sur le discours du président de la FEC, M. Youma, et tous ces éléments font qu'une certaine opinion soutient que la presse entretenait un certain conflit entre les deux personnes. Moi je dis, mais quand un proche de Matata, je m'excuse beaucoup, qui lit l'article, il déclare devant témoins, ça nous arrange. Qu'est-ce qui les arrange? Le fait qu'on ait mis le nom de Moukoko comme Premier ministre. Pourquoi ça peut les arranger? Il n'y a que lui qui connaît les raisons pour lesquelles ça les arrange. Mais quand vous rencontrez les proches de Moukoko, ils vous disent, vous nous avez grillés. Ça ne nous arrange pas. Vous nous avez grillés. Alors nous posons la question, pourquoi on vous a grillé? Ça donne l'impression comme s'ils attendaient quelque chose et cette chose-là a été mise sur la place publique, automatiquement ça change toutes les données. Moi je crois que le journaliste a fait son travail devant l'impatience de l'opinion. Il n'a pas spéculé, il a donné l'information selon les réactions de chaque source. Mais comme les sources sont ce qu'elles sont aujourd'hui, elles essayent de donner soit une information ou soit un ballon d'essai et le journaliste estime que par rapport aux différents recoupements, il met sur la place publique et les réactions viennent. Mais quand les réactions viennent, on sent réellement où se trouve la vérité. Moi je crois que c'est... Willy Kalingai, quand vous pouvez reprendre... Non, il est vrai que... Gustave est quand même expert dans ce genre d'exercice. Hein, de lancer des ballons d'essai, de provoquer. Mais la vérité, c'est que lui-même n'a pas d'effet. Il n'y a aucune information qu'il a maîtrisée, ni vérifiée. Il n'y a pas d'effet parce que l'acteur principal de ces faits, c'est le président lui-même. Oui, mais quand il dit, par exemple, ou qui relève... Allez-y d'abord. Aujourd'hui, c'est de bonnes guerres. Je crois que comme la décision, nous sommes 110 millions d'habitants, il n'y a qu'une seule personne qui ne sera pas Premier ministre, c'est le président lui-même. Tous les restes sont susceptibles de le devenir. Donc il peut choisir, quand il fera son choix, il le fera sur tout le monde. À plus forte raison, sur ceux qui sont encore au gouvernement aujourd'hui, qui ont fait leur preuve. Aujourd'hui, je suis d'accord avec lui sur une question. Les attentes des entourages et des personnes concernées sont légitimes. C'est normal que Moukoko Samba veuille devenir Premier ministre si cela est son ambition. C'est normal que Matata Ponyo veuille rester Premier ministre si cela est son ambition. Les ambitions sont légitimes pour chacun de nous. Mais devons-nous faire des ambitions des gens, des ambitions des gens, des faits journalistiques. Voilà. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Je me dis, évidemment, il a grillé Moukoko Samba. Parce que s'il était dans une spéculation... Écoutez, si le président a gardé les secrets jusqu'à aujourd'hui, il a ses raisons. Mais si quelqu'un, la flamme du Congo soit-il, peut deviner ce que le président a fait en secret, alors le président va se dire, mais je n'ai plus rien à préserver. Oui, donc, mais déjà, il y a le Moukini qui faisait remarquer que le président je reviens encore à cette question-là. La présidence de la République ne communique pas. Et déjà, non, mais le fait que les présidents reçoivent des gens, je crois que de ce côté-là, les présidents reçoivent beaucoup, énormément. Si nous citons les gens qui se vantent d'avoir été reçus en privé par le président, comme sous-information, nous allons terminer nos éditions. Il y en a énormément. Le président a consulté beaucoup de personnes. Je peux dire même sur la même période, il a reçu Matata lui-même 2-3 fois. Le président a reçu Teremo Chibanda, le président a reçu Kengo Adondo, le président a reçu Aubin Minakou. Ce sont des noms qui sont aujourd'hui. Il y a même un sondage qui est en train de circuler. Les noms des gens, ce sont nos leaders, ce sont les responsables politiques. Ils ont le droit, dans un moment comme celui où il n'y a pas encore de choix, d'espérer. Quand le président va décider, nous allons tous nous aligner sur le choix du président. Mais pour le moment, les journalistes devraient quand même éviter, ça c'est mon point de vue, devraient éviter de nourrir quand même une marmite vide. Vous savez, la marmite est vide, vous la mettez sur les feux. Ça va brûler. Exploser, évidemment, c'est comme la flamme, c'est la flamme. Bon. Il a allumé le feu dans une marmite. Mais quand il fait remarquer, par exemple, que c'est comme si on les accusait d'attiser une sorte de conflit entre le Premier ministre et son adjoint, ça ne part pas de la flamme du Congo. Non. Là, on en parle, les gens en parlent. C'est tout le monde, c'est toute la presse congolaise qui essaie par rapport à la fameuse impatience du public. Parce qu'en fait, la presse a le devoir d'informer son public. Oui. Il l'a dit,
lorsqu'il y a un vide, forcément, la presse commence à chercher. Mais maintenant, cette recherche-là doit se faire selon les principes de l'art. Oui, mais ça part quand même. Il faut trouver les faits. Oui. Mais ça a quand même une certaine genèse, cette affaire. Quand Top Congo met sur la place publique le fait que Moukoko ne prendrait plus part aux réunions de la Troïka dite stratégique. Est-ce qu'on peut prendre ça comme point de départ pour que ça puisse faire dire à Gustave qu'il y a un problème quelque part là-bas qui le confronte? Le journaliste apprend que Matata est en colère. Il apprend que Moukoko a été reçu par le chef de l'État parce que Willy Kalenge annonce que le chef de l'État, dans la même période, il a reçu Tshibanda. Il a reçu Kengo, il a reçu Minakou. Mais Tshibanda est un ministre du gouvernement. Ah oui. Ça ne pose pas de problème. Matata ne se fâche pas. Attends, Matata ne se fâche pas contre Tshibanda. Mais, curieusement, Matata se fâche contre Moukoko. Et il lui interdit même d'assister à la Troïka. Est-ce que les faits sont liés? Je veux quand même non. Est-ce que je reviens. Il a été interdit d'aller à la Troïka parce qu'il a été reçu par le président? Non, c'est une question essentielle. La presse est au courant que Moukoko et Matata, il y a un froid. Et la raison pour laquelle il n'assiste pas à la Troïka. Alors on se pose cette question. D'où vient cette colère? D'où vient cette froideur? Si je reviens dans ta logique, dans la même période, le chef de l'État a reçu différentes personnalités. De quoi il était question? On sous-entend que c'est peut-être dans le cadre des consultations. Mais parce que le chef de l'État est libre de consulter qui il veut, ce n'est pas le problème de quelqu'un de se fâcher contre l'autre. Mais déjà, cette colère, c'est une piste qui pousse le journaliste dans ses investigations à chercher à savoir de quoi il était question. Et là, le professeur a soulevé un détail très important. Les journalistes de la présidence, la cellule de communication, auraient dû mettre à la disposition des consommateurs un communiqué. Kingakati n'est quand même pas c'est là. C'est quand même la résidence privée du président. Mais parce qu'on reçoit des hommes d'État... Non, c'est que le président peut recevoir des gens... Il y a des gens sans pour autant que ce soit officiel. Oui, mais comment, toi, journaliste, tu sais que tout ce monde a été allé à qui? C'est que quelque part, il est toujours personnage public, même quand il est en privé. Tout ce que nous parvenons à entendre et à savoir n'est pas forcément un fait concret, un fait officiel. Je crois que ça, c'est normal. Et on peut entendre beaucoup de choses. Le président peut recevoir des milliards de musiciens. Quand il y a une audience officielle du président, et là, il y a un protocole qui se met en place. On vous dit à quelle heure vous allez être reçu. Et quand vous venez, il y a un cahier des audiences et la presse est informée que le président reçoit à 19h15 ou à 16h telle personnalité. Et quand vous sortez de l'audience, vous avez l'obligation de rendre compte de cette affaire-là. Mais quand le président reçoit quelqu'un à titre privé, en tant que peut-être à titre même amical, ce n'est pas en réalité, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas. Mais là on ne peut pas savoir. Ça pouvait être un dossier aussi du budget. Qui sait? Ça peut être un dossier. Ça devient privé? Oui, qu'on se le dise. Non, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Qu'on se le dise alors. Je crois qu'il faut au départ, et on a commencé ici avec le problème des sources d'information, je crois qu'au départ, on doit pouvoir savoir distinguer plus ou moins aussi le président public et le président privé. Si on pense que... Ça va ramener encore au débat qu'il y a eu en France entre François Hollande et toute sa question, l'affaire Closer. Non. Vous êtes d'accord avec moi quand même qu'il est prévu que le président peut accorder une audience privée à quelqu'un. C'est-à-dire que ça, c'est connu. C'est connu qu'il peut avoir des audiences. Vous pouvez aller vous demander une audience, on vous dit, écoutez, le président va vous recevoir, mais c'est une audience privée. Ça peut, il y a des audiences privées qui existent. Ok, ça, on peut laisser pour le protocole je ne sais pas. Moi, je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez... attendez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire au moins que jusque-là, seul le président Joseph Kabila connaît son Premier ministre? Absolument. Je suppose, peut-être aussi la personne qui sera Premier ministre. Ça n'a rien à voir avec Kengo qui est... Je n'en sais rien. Non, écoutez, de toutes les façons, moi je considère que c'était bonne guerre. Et on ne peut pas, les hommes politiques, il faut toujours faire un effort pour que la décision soit en votre avantage. Ok, encore moins Moukoko, comme vous l'avez dit. Non, moi je voudrais... Non, suivons cet axe-là parce que nous sommes en train de chuter. Dire qu'encore moins Moukoko, c'est vite dire. Vous avez dit tout à l'heure, le président de la République connaît son Premier ministre. Et je ne peux pas dire que ça ne peut pas être seulement Moukoko.
Bon, vous connaissiez déjà que peut-être qu'il n'a pas encore choisi aussi. Bon, peut-être qu'il a encore une liste de 5-6 personnes ou 10 personnes. Peut-être qu'il n'a pas encore choisi. Nous ne le savons pas. Mais il ne peut pas choisir. Écoutez, je voudrais donner un détail très important. Je crois qu'il ne peut pas choisir en l'air. Il choisit sur base de certains paramètres. Et le plus grand paramètre qu'il y a ici, c'est le paramètre politique soutenu par les concertations nationales. Je crois que le Premier ministre ne sortirait que de cette dynamique politique qui est connue de tous comme un accord politique. Et si aujourd'hui on parle de Moukoko ou d'un autre candidat, je crois que ce candidat s'inscrit dans cette logique de concertation. On ne va pas prendre quelqu'un qui n'était pas en concertation. On ne va pas prendre quelqu'un qui n'est pas présenté par cette dynamique qui a pris part à ce collège-là. Comme vous disiez, le président de la République travaille, il consulte. Il consulte, c'est normal, il doit consulter. Comme Mobutu disait à l'époque, le président de la République travaille 24 heures sur 24. Non, il consulte, il a le loisir. Nous avons tout à l'heure ici, nous pouvons, il a peut-être des paramètres que nous n'avons pas. Peut-être qu'il a des éléments qu'il n'a pas partagés et que lui-même, c'est le moment où il va décider. Tout ce que nous faisons pour le moment, nous constatons quand même qu'il y a une impatience dans l'opinion, nous constatons qu'il y a un fibrilement au niveau des affaires, nous constatons quand même qu'il y a aujourd'hui des envolées oratoires entre les acteurs politiques, nous constatons qu'il y a des gens qui font acte de candidature déguisée. Ça, nous le constatons. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons. C'est que nous ne pouvons pas, la ligne qu'il ne faut pas franchir, c'est la ligne de la certitude. Et je pense que Gustave est à la frontière de la certitude, alors que la matière est spéculative. Elle est essentiellement spéculative pour la presse. Je ne suis pas d'accord. Tu veux répondre? Moi, je voudrais simplement résumer un peu. Cela pose un problème fondamental de communication. Dans une démocratie, le public, le peuple a le droit de savoir. Et donc, même si ça relève du privé, les structures d'un État doivent être constituées de telle sorte que ce privé-là ne donne pas matière à spéculation. C'est-à-dire, il faut que quelque part, les structures qui sont chargées d'informer puissent dévancer les spéculations. Même si c'est privé. Mais qu'est-ce que ça coûte de dire c'est en privé? Voici des à la limite même, il y a des communications qui sont des fausses communications, qui ne donnent pas l'information exacte de ce qui s'est dit. Vous croyez que quand un ministre sort de l'Élysée ou je sais pas moi, où il dit nous avons parlé de relations bilatérales entre nous, ça c'est une langue de bois. Qu'est-ce que ça signifie? Mais au moins, on sait que tel a été reçu. Il y a eu des choses à dire. En ce moment-là, les journalistes, à la limite, peuvent même aller dans les spéculations, mais l'effet de la réception est là. Vous voyez que cette histoire de la flamme avec Moukoko, moi, je ne sais pas que Moukoko a été reçu quelque part. Moi, je ne le sais pas. Parce que quelque part, personne n'a vu Moukoko entrer et sortir. Il n'y a que la flamme qui a vu Moukoko entrer et sortir, et la flamme a donné l'information. Oui. Les faits risquent d'être biaisés parce que on n'a pas vu les faits, mais on voit le commentaire de la flamme. Okay. Donc il faut réorganiser la communication. Nous sommes en train de terminer. Malgré tout, vous dites quand même, s'il vous plaît, Gustave Kalinga, la flamme du Congo, malgré tout, vous dites il faut faire confiance à la presse. Le journalisme n'a pas disparu en République démocratique du Congo. Oh, le journalisme est là. La presse est en train de se battre. Et je crois que le gouvernement doit aider cette presse à aller de l'avant. Le gouvernement doit mettre ses moyens pour aider cette presse à se relever, pour qu'elle puisse corriger quelques incohérences qui sont en train de se présenter à gauche et à droite. Comme on l'a analysé tout à l'heure, l'accès à la source d'information, c'est un élément très capital, parce que si la presse n'a pas ses propres moyens pour accéder à la source d'information et donner un produit potable aux consommateurs, je crois que cette presse aura beaucoup de problèmes. Mais la presse au Congo, c'est une presse qui existe, qui a de l'avenir, mais elle a besoin d'être soutenue. Malgré la situation économique, Willy Kalingai, professeur Moukele. Oui, malgré la situation économique du pays et tout ça, et toutes les difficultés. Mais je voudrais que la presse ayant compris, c'est vrai, il a raison, la presse congolaise est dynamique, la presse ayant compris qu'elle doit faire son travail, il faut que les sources d'information sachent aussi que donner l'information, ça fait partie de la démocratie. Cacher l'information, finalement, on ne peut pas construire un pays quand vous cachez l'information. Ça risque d'exploser tôt ou tard.
Et donc, eux aussi doivent participer à cette fourniture de l'information à la presse. Willy Kalengai, pour qu'on termine. Il y a le l'aide à la presse qui a été déjà décidé, qui ne vient pas. Cette aide existe aujourd'hui et il pouvait déjà nous donner un souffle dans la mesure où pour avoir non seulement accès aux intrants, mais accès quand même à la dignité, simplement. Les journalistes ont besoin d'être dans la dignité, sinon cette presse-là, à la main tendue, c'est une presse qui va finir par être une presse armée. Il ne faut pas que nous soyons une presse armée pour que l'on puisse nous respecter et nous faire honneur. Nous avons besoin d'être soutenus parce que le travail que nous faisons, tout le monde est bénéficiaire. La presse à la main tendue, un peu comme vous dites en d'autres termes, c'est cette presse-là du coupage. C'est cette presse-là du marchandage de l'information. Ouais. Alors, pour ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on doit encore remercier ceux qui nous ont permis de faire ce programme. Rigobert Boukini-Lapès, enseignant en journalisme à l'IFASIC. Willy Kalengai, directeur général de Géopolis hebdomadaire qui parie à Kinshasa. Et Gustave Kalinga, propriétaire et éditeur de La Flamme du Congo. Voilà, merci. On n'a pas été enflammé ni brûlé ce soir. À une prochaine édition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir.